Maintenant, je vais inviter Dr Di Palma avec grand plaisir à nous rejoindre et qui va nous parler des défis de la coordination. Merci beaucoup. Écoutez, bonjour. Moi, je suis absolument ravi d'être là, vraiment. Donc, merci aux organisateurs et merci pour l'organisation qui est, je dois le dire, remarquable et sympathique. Quand on s'intéresse à la coordination, c'est toujours très intéressant d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et donc, voilà, moi, j'ai écouté les interventions et j'écouterai aussi les suivantes. On m'a demandé de vous parler un petit peu des défis de la coordination. Donc, on a vu un petit peu avec les ARS, un peu un cadre un petit peu général, effectivement. Et c'est important de le rappeler. Et on va essayer maintenant de rentrer dans des choses peut-être plus concrètes et quotidiennes qui nous concernent toutes et tous. Donc, moi, je suis oncologue médical à Gustave-Roussy. Je suis aussi coprésident d'un DAC qui s'appelle Onco 94 et je suis aussi vice-président du dispositif spécifique régional cancer de l'Île-de-France. Voilà. Alors d'abord, ça a été dit finalement, pourquoi est-ce qu'on parle de coordination? Parce que la coordination, vous savez, c'est comme... on en fait tous, évidemment, au quotidien. On va voir que c'est comme la prose. Hein. Il y en a qui en font peut-être un peu plus professionnellement que d'autres. D'abord, on vit une époque formidable. Une époque formidable parce que après une période de creux il y a quelques années, aujourd'hui, on a énormément de progrès thérapeutiques dans la prise en charge des patients souffrant de cancer. C'est vrai pour les techniques de traitement, je vous en ai mis quelques-unes ici. C'est vrai aussi sur notre capacité à mieux connaître les tumeurs. Quand il y a quelques années encore, il fallait 6 mois pour faire un profil moléculaire. Aujourd'hui, en 15 jours, 3 semaines, on a des profils moléculaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est capable d'intégrer les profils moléculaires dans les dispositifs de prise en charge et dans les décisions de prise en charge. Alors, et ça change tout. Ça change tout parce que ça va élargir énormément nos capacités de traitement, mais ça veut dire aussi que ça va les complexifier, effectivement. Donc, tout va beaucoup plus vite. Quand j'ai commencé, il y a quelques années maintenant, il fallait 15 ans entre le moment où on pensait qu'un médicament peut-être pouvait être utile pour un patient, d'accord, et le moment où ce traitement était disponible. Aujourd'hui, en 2-3 ans, vous avez des médicaments qui vont être disponibles. Alors, attention, on n'en connaît pas tous les effets, et c'est un des intérêts de la coordination d'ailleurs et du suivi des patients, c'est qu'on sait à peu près l'efficacité, on connaît souvent mal la tolérance. Donc tout va beaucoup plus vite et avec des traitements qui vont être ultra ciblés, donc des populations très spécifiques. Ça veut dire qu'il est quasiment impossible, même quand vous travaillez dans un grand centre anticancéreux, d'être au courant de tout le temps et de façon satisfaisante. Donc il y a vraiment besoin, effectivement, d'organiser les choses, d'organiser les prises en charge. Parallèlement, il faut qu'on ait en tête une chose, c'est qu'on n'a jamais eu autant, et ça va continuer d'ailleurs, de patients sous traitement. D'abord parce qu'on fait des diagnostics de plus en plus précoces, donc des gens qui vont très bien et à qui on va diagnostiquer un cancer débutant. Et là, on va dire au patient, à la patiente, vous allez très bien, mais les problèmes vont commencer en réalité maintenant parce que ce qui va vous rendre malade, ce n'est pas votre maladie parce que vraisemblablement, vous n'aurez jamais de symptômes de votre maladie. Ce qui va vous rendre malade, c'est les traitements qu'on va vous proposer pour vous guérir définitivement, éviter les rechutes. C'est tous les traitements adjuvants. Et donc, vous voyez que là, vous parliez, monsieur, tout à l'heure, du retour au travail. C'est même le maintien au travail dont il faut parler pour ces personnes-là. Et puis, pour les personnes qui ne guériront pas de leur maladie, parce que leur maladie est localement avancée ou métastatique, on a maintenant des durées de survie extrêmement prolongées. Prendre un exemple, il y a encore quelques années, il y avait des discussions sur est-ce qu'il est licite et éthique de faire de la chimiothérapie à des personnes qui ont un cancer du poumon métastatique. Aujourd'hui, ces mêmes patients vont vivre au-delà de 5 ans avec de l'immunothérapie. Donc, comment on fait avec des phases de traitement, des phases de rémission? Comment on fait pour les suivre? Les accès précoces, on disait tout à l'heure qu'il y a des choses qui fonctionnent bien dans notre pays. Ben oui, entre autres, c'est ça, les accès précoces. On a des dispositifs qui permettent d'avoir accès aux médicaments. On va de plus en plus vers des AMM conditionnels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, on va avoir accès à ces médicaments, mais à charge pour nous. Alors, qui est nous? Qui est nous? C'est les professionnels de santé, bien sûr, c'est les patients, on va le voir, mais c'est aussi les industriels du médicament, de démontrer effectivement que le médicament est bien efficace, comme on l'a dit dans les essais préliminaires, et que la toxicité est acceptable. Alors, on pourra discuter ce que veut dire le terme acceptable. Développement des traitements ambulatoires, ça a été évoqué tout à l'heure.
oui, en cancérologie, on a été pionnier là-dessus. L'hôpital de jour depuis le début quasiment. Mais maintenant, avec les traitements oraux, c'est l'ultra-ambulatoire, c'est-à-dire le soin à domicile. Et ça change tout. Ça change tout, entre autres, sur la place des patients, bien sûr. Et les besoins des patients et le besoin de suivi et d'accompagnement, ils ne s'arrêtent pas lorsque s'arrêtent les traitements. On a cité tout à l'heure la stratégie décennale, la prévention des séquelles, la gestion des séquelles, l'accompagnement des patients par rapport à ça, la prévention des seconds cancers. Ce sont évidemment des enjeux majeurs et qui s'imposent à nous, bien entendu. Les enjeux, c'est évidemment la sécurité des patients en premier lieu, bien sûr, avoir des traitements qui soient le plus efficaces possible, le mieux tolérés possible, bien sûr. Les problématiques d'observance, alors ça a l'air de rien, mais on sait, des études qui sont déjà anciennes, qui montrent que pour des patientes qui ont des traitements adjuvants de l'hormonothérapie pour un cancer du sein, et dans cette pièce, certains connaissent bien le sujet, au-delà de 3 ans, on a 30, 40, 50% des femmes qui ne suivront pas leur traitement. Alors, il ne s'agit pas d'aller les stigmatiser, ce n'est pas ça le problème, c'est de poser la question pourquoi. Une des raisons, c'est probablement qu'on a sous-estimé, quand on a mis à disposition ces médicaments, leur toxicité. Et là, petite parenthèse, on est tous formatés pour mettre en évidence et gérer les toxicités graves. Très bien, et bien sûr, il faut le faire. Mais pour un patient dans la durée, une toxicité que nous considérons comme étant pas grave devient insupportable. Et je donne souvent l'exemple, moi que ça m'avait frappé, quand on a commencé à avoir des traitements efficaces dans le cancer du sein, des traitements ciblés. Je me souviens très bien d'une jeune femme qui avait essayé plein de traitements très compliqués, ce qui ne marchait pas, et on avait un traitement ciblé qui fonctionnait. Ça marchait, métastase hépatique qui régressait, etc. Et puis un jour, elle me voit en me disant « Docteur, je vous aime bien, mais je vais arrêter votre traitement. » Pourquoi ? En fait, cette dame avait des diarrhées de grade 1-2. Le grade de grade 1-2, c'est 2-3 selles par jour. Pas grand-chose. Sauf que quand vous avez des diarrhées qui surviennent sans vous prévenir, quand vous avez 40 ans, que vous avez une vie familiale, professionnelle, c'est juste insupportable. Alors, elle a eu la bonne idée, je dirais, et notre relation était suffisamment satisfaisante dont elle m'en parle. On a trouvé, alors je n'ai pas des solutions, mais on a pu effectivement essayer de travailler ensemble sur ce sujet. Mais combien de patients arrêtent leur traitement sans nous le dire, en fait ? Et c'est juste une catastrophe. Il y a une redéfinition des rôles des uns et des autres, de fait. Le patient, l'expertise du médicament est hôpital, mais le patient n'y est plus, en réalité. Donc, le rôle du patient lui-même, de son entourage, il est central qu'on le veuille ou pas. Avec les thérapeutiques orales, le patient, il est chez lui. Il prend son traitement ou il ne le prend pas. Bon, comment on fait ? L'entourage, bien sûr, les aidants, on pourra en parler, mais c'est aussi, bien sûr, le rôle des professionnels dits de premier recours. De fait, c'est eux qui sont en face du patient. Et le professionnel, que ce soit l'infirmière libérale, le pharmacien d'officine ou le médecin généraliste, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut savoir quand le patient a un problème X, Y, Z, est-ce que je dois m'inquiéter ou pas ? D'accord ? Il n'y a pas... Alors, si ça l'intéresse, il peut aller regarder le médicament, le mode de fonctionnement, etc. Mais ce n'est pas ça le vrai problème, là, au moment où il a le patient en face de lui. Et donc, on a besoin de rendre accessible, d'abord d'organiser les soins. Je ne parlerai pas trop des DAC et des CPTS parce qu'on en parlera après, mais on a besoin effectivement d'organiser les choses. Le rôle du patient, on l'a dit, et on va en dire un mot tout à l'heure, ce qu'on appelle les Patient Reported Outcomes, en français dans le texte, c'est lorsque le patient lui-même décrit ses symptômes, on est beaucoup plus complet, c'est archi démontré maintenant. La question, c'est comment on fait pour récupérer ces informations et les traiter, et c'est là, on va dire un mot, que la santé numérique est utile. On a besoin que l'information circule, il faut qu'elle soit pertinente et en temps réel. Et pour le professionnel dont je parlais tout à l'heure, il faut que, voilà, quand on a un problème, il faut qu'on puisse savoir comment réagir. Un chiffre simplement, et j'y reviendrai, près de la moitié des appels reçus par nos infirmières de coordination sont le fait de professionnels de santé libéraux. Et ça change tout. Parce que le professionnel, il sait gérer un certain nombre de choses, à condition qu'on lui donne les clés pour pouvoir le faire. Les besoins, donc la sécurisation de l'information, j'ai dit. La maîtrise des coûts, oui, on a un système contraint. Donc, ce n'est pas open bar. Il faut qu'on démontre l'efficience de nos organisations. Et on disait tout à l'heure, vous disiez, madame, que les gens qui font de la coordination veulent bien faire, bien sûr, évidemment. Mais encore faut-il démontrer que ça fonctionne, tout ça, que c'est utile aux patients et que c'est efficient pour notre système de santé. Donc, il y a des choses qui se mettent en place. J'en parlerai très rapidement, mais
effectivement les articles 51, le financement au parcours. Financement au parcours, quelque part, ayez en tête que c'est aussi du financement à la qualité qu'il y a derrière, bien sûr. Comment faire en pratique? Alors, c'est affaire de coordination. L'idée n'est pas nouvelle. On est un certain nombre à participer il y a quelques années à cette étude pilote des GOS 1K, infirmières de coordination. Bon, c'était une preuve de concept. Et ça fonctionne. Ça fonctionnait, on l'a démontré. Bon, il a fallu quelques années, c'était 2010. Aujourd'hui, se mettre en place un financement, assurance maladie pour la coordination et les outils connectés. Ça veut dire aussi une reconnaissance du métier spécifique de l'infirmière de coordination. Et ça, évidemment, c'est un progrès majeur, parce que la coordination, c'est un vrai métier, même si tout le monde en fait au quotidien. Bon, je ne vais pas détailler ça, mais voilà, on avait été assez loin, si vous voulez, dans l'analyse, et les retours étaient largement positifs. D'ailleurs, on n'a pas eu de financement derrière, où c'était un peu compliqué avec l'INCa, l'ARS, etc. Mais tous les centres qui ont commencé à travailler dans les affaires de coordination se sont tous débrouillés d'une façon ou d'une autre pour continuer à offrir ce service à leurs patients, et que ce soit des établissements publics, ou ESPIC, ou privés. Voilà un exemple. Alors, les outils d'appui à la coordination, je crois qu'on va avoir une intervention tout à l'heure. Bon, c'est l'exemple du DAC. L'idée simplement que je voudrais dire ici, c'est que le DAC, c'est vraiment la connaissance du territoire. Et c'est fondamental, parce que vous n'allez pas travailler de la même façon selon que vous travaillez en Corse, en Île-de-France, voilà, en PACA. Vous devez évidemment tenir compte des ressources locales. Et le DAC, c'est l'endroit où on connaît la ressource locale. Et je disais tout à l'heure, je pense que ma directrice de DAC doit connaître à peu près, alors nous c'est un petit, c'est la partie ouest du Val-de-Marne. Mais c'est bien, c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas chercher des trucs, on ne cherche pas à s'étendre. On a besoin de connaître les ressources du territoire. Et donc, je pense qu'elle connaît par leur prénom quasiment toutes les infirmières libérales qui travaillent là. Et elle sait qui fait quoi, qui est disponible, etc. etc. Et l'idée, c'est d'être œcuménique là-dedans. C'est-à-dire, vous voyez, c'est le médical, bien sûr, mais c'est le médico-social. Il ne peut pas y avoir de coordination si on n'intègre pas la dimension médico-sociale. C'est impossible, ça ne marche pas. On a intégré les Mayas, ça y est. On a des liens très forts avec les clics, on a des liens avec les réseaux particuliers, on a des liens avec les HAD, avec l'établissement de santé, quel qu'il soit. C'est ça le DAC. C'est cette tour de contrôle qui permet de savoir où sont les ressources, car en force, nous avons beaucoup de ressources. Encore faut-il savoir où les trouver. Et l'appui du DAC, ça peut être des appuis ponctuels, comme vraiment des interventions de type de prise en charge. Alors, comment on fait? Un des éléments essentiels, c'est de gagner du temps. Et le temps infirmier, le temps soignant, le temps administratif, il est aussi important que le temps médical. Et pour ça, les outils connectés sont la réponse. Alors, le triplé, si vous voulez, coordination des soins, intégration des données des patients et santé connectée, ça fonctionne. On le sait depuis l'étude, je vous ai mis là l'étude de Jennifer Temmel, c'était déjà en 2010, qui a montré que quand on fait une prise en charge globale des patients, c'est-à-dire qu'on prend en compte d'emblée, sans attendre la plainte, les symptômes qu'ils peuvent avoir, qu'ils soient liés à la maladie ou effets secondaires des traitements, non seulement on améliore la qualité de vie, mais on améliore la survie des patients. Ça, c'est essentiel. De la même façon, quand on a une prise en charge coordonnée, c'est l'étude d'Ethan Bash, orale au Congrès américain de cancérologie il y a quelques années, en 2017, étude randomisée, on compare prise en charge globale, prise en charge avec une infirmière de coordination et un outil connecté qui à l'époque était très rudimentaire versus prise en charge standard pour des gens qui viennent toutes les 3 semaines faire leur chimiothérapie à l'hôpital, et également une amélioration de la survie des patients. Et puis l'étude que nous avons menée à Gustave Roussy, l'étude Capri, cette fois-ci pour des patients qui reçoivent des thérapeutiques orales, quelle que soit la pathologie, y compris des enfants, on avait démontré que quand vous comparez une prise en charge standard versus une prise en charge par infirmière de coordination et outils numériques, vous avez une meilleure dose d'intensité, donc potentiellement meilleure efficacité du traitement, meilleure observance, moins de toxicité grave, moins de recours aux urgences. Vous en parliez, Madame Prétisani, tout à l'heure. Grâce à ça, moins d'hospitalisation, et quand les gens sont hospitalisés, ils restent moins longtemps à l'hôpital. Une chose sur laquelle je voudrais vraiment insister, la santé des outils connectés, si vous n'avez pas des gens pour gérer les alertes et faire le lien avec le patient, le lien humain, ça ne fonctionne pas.
Donc ceux qui pensent qu'on va pouvoir, grâce aux outils connectés, réduire la voilure en termes de personnel, non. Par contre, on va réorienter les patients les moyens vers les patients qui ont le plus besoin de nous. Ça, c'est une étude qui le démontre, qui a été présentée il y a 2 ans maintenant, qui le démontre de façon tout à fait certaine. Comment faire en pratique ? Eh bien, on a aujourd'hui une masse d'informations. C'est-à-dire qu'on peut, d'abord, on a, je vous ai dit, beaucoup de patients, et pour un même patient, entre les données que le patient va rentrer lui-même dans le système et les données qu'on va récupérer de façon automatique, sans passer par le patient, qui peuvent être des trucs aussi bêtes que la balance connectée ou des trucs très complexes comme l'électrocardiogramme qui est fait directement sans intervention d'un professionnel de santé. On a besoin effectivement de gérer ça. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Alors une chose très importante, tous les outils dont on parle là ne sont pas là pour gérer des urgences. Les urgences, ça se gère par le téléphone, pas par l'outil numérique, parce que si on imagine qu'on doit avoir derrière l'écran ou arriver sur le smartphone l'alerte, ça ne peut pas fonctionner et le système perd complètement son efficience. Ce n'est pas l'objectif. L'objectif de nos outils, c'est de faire de la prévention et suivre les patients. Donc les informations, il faut, et là on a besoin d'avoir, et si vous vous lancez, et beaucoup d'entre vous le sont déjà d'ailleurs, dans une fonction de coordination, une organisation de l'organisation et des outils numériques, commencez déjà par faire un diagnostic. Quels sont vos besoins ? C'est quoi votre case mix ? C'est quoi vos ressources ? Comment vous travaillez avec les professionnels du secteur ? Quelles sont vos collaborations, etc., etc. Ça a l'air complètement banal, mais trop de projets n'aboutissent pas parce qu'en fait, on part de l'outil. On a un outil absolument génial. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en faire ? Et là, vous êtes sûr que ça ne va pas fonctionner si on fait ça, effectivement. Donc, l'intérêt, il est archi démontré maintenant. Je veux dire, le problème n'est plus là. Et le tri des informations, et c'est là où on a besoin d'avoir un outil numérique qui non seulement récupère les données, mais est capable de les trier et de les présenter de façon très simple aux infirmières de coordination pour justement qu'elles ne perdent pas de temps là-dessus. Et c'est probablement là où l'intelligence artificielle pourrait avoir un rôle. Voilà, donc ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le cahier des charges. Ça a l'air encore une fois un peu basique et stupide, mais trop de projets sont mis en place sans passer par cette étape-là. Donc les objectifs, les patients, les professionnels, l'outil, l'organisation des soins, c'est tout ça qu'il faut voir. Et c'est passionnant, entre parenthèses, parce que travailler là-dessus, ça veut dire travailler... c'est un renfort d'équipe dans l'établissement. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement les médecins, c'est les médecins avec les infirmières, avec le personnel administratif et la direction de l'hôpital. Ça ne se fait pas tout seul dans son coin. Et puis, ça oblige à s'asseoir avec les autres, effectivement, les ressources qu'on peut avoir, les professionnels de santé libéraux et les autres établissements de santé du secteur. Le financement doit suivre. Alors, jusqu'à un passé récent, ce n'était pas le cas, mais ça change. On a maintenant... alors, pour en parler, la tarification intelligente est une bonne chose. Simplement, elle a ses limites. C'est tout. Il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, c'est une bonne chose. Simplement, il y a aussi du paiement maintenant au forfait qui se met en place avec les articles 51. Je ne vais pas détailler ça. Le programme Oncoling, c'est thérapeutique orale, on en a parlé. Programme plutôt intelligemment fait, je dois le dire, avec vraiment les 3 étapes, la mise en route du traitement où vraiment, c'est l'hôpital qui gère. Et puis, petit à petit, on va essayer de co-gérer le patient avec le pharmacien d'officine, reconnaissance du rôle très important du pharmacien d'officine, et avec le médecin généraliste. Tout ça avec, en surveillance de tout ça, l'infirmière de coordination. Enfin, ce qu'on attendait est arrivé. Alors, pour la cancérologie, ça va pas tarder à sortir. C'est du financement assurance maladie, évidemment. C'est ça dont on a besoin. On a besoin de ça parce que c'est la pérennité du système en France repose par un financement assurance maladie. Donc on va vers, effectivement, quelqu'un le disait, le médicament numérique, avec tout ce que ça comporte en termes aussi d'obligation, si vous voulez, d'être extrêmement rigoureux sur l'évaluation, sur le bénéfice apporté, sur la qualité, sur la sécurité, etc., etc. Donc là, ça change complètement la donne, évidemment, et on va pouvoir mettre en place... Alors, bien sûr que les forfaits qui sont prévus sont insuffisants, mais c'est un bon début, et on compte bien se faire entendre par l'assurance maladie et les tutelles diverses pour
effectivement faire mieux reconnaître l'importance des fonctions de coordination. En conclusion, donc, je pense qu'on est tous d'accord ici, et ça a été dit, coordonner les parcours de santé s'impose à nous. C'est comme le virage ambulatoire, si vous voulez. Le virage ambulatoire, ce n'est pas une décision de je ne sais trop quel énarque dans son bureau. C'est quelque chose qui s'impose à nous. On sait faire aujourd'hui de la chirurgie ambulatoire, et donc on fait de la chirurgie ambulatoire parce qu'on sait le faire. Et les thérapeutiques orales, et les soins à domicile, enfin maintenant l'immunothérapie à domicile, voilà, c'est quelque chose qui s'impose encore une fois à nous. Il faut mettre en face les moyens humains, en particulier qualitativement parlant, et j'insiste, coordonner un parcours de soins complexe, c'est un vrai métier. Et à cet égard, d'ailleurs, la cancérologie est un modèle d'organisation. Une réflexion organisationnelle absolument indispensable. Ça, on ne part pas la fleur au fusil, ça c'est clair. Et puis, il faut du financement, et c'est là où on a des discussions à avoir. Voilà. Je voudrais finir sur 2 choses. D'abord, vous donner rendez-vous à Lille en 2024. Et franchement, PACA, Corse, Lille, c'est pas si loin que ça. On accueille en 2024 le congrès international de la Multinational Association of Supportive Care in Cancer, la MASC, congrès conjoint avec l'association francophone pour les soins oncologiques de support. Si vous voulez tout savoir sur les soins de support, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui, mais aussi gestion des toxicités, accès aux soins, santé numérique, je vous invite vraiment à nous rejoindre, ça sera en juin. Et les abstracts, vous avez jusqu'au 11 janvier 2024 pour les soumettre. Il serait invraisemblable qu'il n'y ait pas des abstracts qui viennent de vos divers établissements. D'accord ? Et puis enfin, et je terminerai là-dessus, la coordination est un métier. Donc nous avons monté avec l'université Paris-Saclay un diplôme universitaire coordination des santé connectée qui est accessible 100% en téléenseignement et en replay. Certains d'entre vous, je le sais, ont déjà participé, donc vous êtes plus que bienvenus et je vous remercie. Bien écoutez, merci, c'était très intéressant et votre façon de présenter montre la passion qui vous anime. Alors, vous avez mon adresse mail sur... Non, parce qu'on n'aura peut-être pas le temps pour les questions, les commentaires, etc. Donc franchement, elle n'est pas là pour faire joli dans le décor. N'hésitez pas à m'envoyer des messages et je vous promets d'y répondre. Bien, merci. Donc en fait, on a bien compris qu'effectivement, les progrès de la médecine ont permis et permettent encore de réduire encore plus les temps d'hospitalisation, ce qui nous amène en fait à constater que la prise en charge du cancer se fait à 95% en ambulatoire. C'est bien ça. Donc c'est un véritable enjeu finalement de bien collaborer, coopérer avec les acteurs du domicile, avec la médecine libérale qui aujourd'hui se structure, heureusement d'ailleurs. C'est assez récent, je le disais tout à l'heure, les CPTS, le DAC aussi qui permet de regrouper en fait d'anciens dispositifs qui étaient assez complexes. Mais néanmoins, la complexité demeure. Et aujourd'hui, la question que je vous pose, je suis désolée, je suis un peu dans la provocation aujourd'hui, c'est mais qui coordonne ? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question et évidemment, je n'ai pas la réponse. Je pense que ça dépend vraiment d'abord des ressources locales. Enfin, le territoire est quelque chose d'important. Parce que, par exemple, je vois bien les DAC, eh bien, le degré de maturité n'est pas le même. L'historique n'est pas le même. Si on prend, par exemple, on parlait tout à l'heure avec madame qui est la responsable du DAC de Corse. Onco 94, nous, ça fait 20 ans, en fait, qu'on existe. Ça a commencé parce que des médecins généralistes sont allés voir le patron de Gustave Roussy de l'époque, était Thomas Thurs, pour lui dire « on en a marre de travailler avec vous. On ne comprend rien à ce qui se passe avec nos patients, il y en a assez. » Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a créé Onco 94, et Onco 94 a commencé par un réseau de cancérologie. Et avec une coprésidence, un médecin généraliste libéral, un médecin hospitalier. Et ça a fonctionné comme ça. Et puis ensuite, on a été plurithématique. Et puis ensuite, on a été une PTA. Et maintenant, on est un DAC. Donc, c'est sûr qu'on a, nous, 20 ans, où on a essuyé les plates, si vous voulez, de la méfiance, je crois que vous disiez tout à l'heure, mais à quoi vous servez ? C'est encore l'ARS qui vient nous casser les pieds ? Bon,
on a montré notre intérêt, on a démontré au quotidien notre appui, etc. C'est sûr, c'est plus compliqué quand un DAC se met en place d'emblée. Après, je pense qu'il faut qu'on soit souple. La coordination, elle n'est pas forcément hospitalière. Elle l'est probablement dans la phase thérapeutique initiale, parce que, comme je vous l'ai montré, on est sur des traitements très spécifiques, très complexes, et il y a vraiment besoin de ça. Mais un patient, ou par exemple la patiente qui est sous hormonothérapie pour un cancer du sein, je pense que la coordination n'a pas lieu d'être et elle sera moins efficace probablement à l'hôpital. Alors, est-ce que le DAC pourrait prendre le relais ? Peut-être, pourquoi pas. Les CPTS, ce n'est pas dans leur rôle, mais bon, il faut faut voir que tout ça, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place, en fait. La bonne volonté, il y en a, je pense, vraiment, dans tous les sens. Et voilà, c'est quelque chose qui doit être mis en place. Et peut-être les rôles des ARS, c'est aussi peut-être de susciter les choses, mais aussi de regarder un peu ce qui se passe, de faire du partage d'expérience qu'on fait aujourd'hui, d'ailleurs, entre nous. L'INCa n'est pas loin derrière aussi sur ces sujets-là, bien entendu. Donc c'est tout ça qui doit se faire. Puis le rôle des patients, bien sûr, les associations de patients aussi ont un rôle à jouer, certainement. Oui, effectivement. Au-delà de ça, il y a aussi, vous l'avez évoqué, il y a l'enjeu des outils. Alors c'est bien d'avoir un bon outil, encore faut-il savoir l'utiliser et par savoir ce qu'on veut en faire. Inversement, j'ai parfois l'impression qu'on a peut-être beaucoup d'outils, peut-être trop parfois, avec des redondances, des difficultés, que ce soit pour les RCP, les bilans biologiques, la prise de rendez-vous. Comment on fait ? Quel outil serait le plus à même ? Est-ce qu'il en faut un qui soit un peu costaud et partagé ? Plusieurs ? Enfin, c'est une vraie question autour du numérique et de l'information à partager entre plusieurs acteurs. Alors, c'est une très très bonne question, évidemment. Oui, on a une multiplication. Enfin, en fait, si vous voulez, l'outil numérique, il n'y a pas de limite à l'outil numérique en réalité, si vous voulez. Ce qui compte, c'est ce qu'on va en faire, en fait. Donc, je pense que là, il faut un peu de régulation quand même. Et là, pour le coup, il faut quand même... Alors, je sais que l'INCa travaille sur un référentiel ou un équivalent de référentiel sur l'outil numérique en santé. Il faut qu'il y ait vraiment une volonté politique pour aller sur l'interopérabilité en particulier. Et alors, c'est intéressant parce que quand on regarde un peu ce qui se fait en région, la région Île-de-France, c'est juste catastrophe. Pour des tas de raisons. Alors, je ne suis pas en train de dire la faute d'un tel ou d'un tel, ce n'est pas le problème, mais ça ne fonctionne pas. Or, quand on va dans d'autres régions, je ne dis pas que c'est génial, mais la région Rhône-Alpes, par exemple, il y a des choses qui ont l'air vraiment intéressantes. Donc, je pense qu'il faut une volonté politique là, il faut que les ARS aient les moyens de faire. Et je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience de la part des pouvoirs publics que cet enjeu est majeur et qu'on ne peut pas laisser les choses se faire comme ça. Moi, j'attends avec beaucoup d'impatience le cahier des charges sur le remboursement des études numériques, par exemple. Évidemment. Donc ça, c'est des éléments qui vont permettre de réguler un peu le système et d'éviter que ça parte dans tous les sens. Et là aussi, faire en sorte qu'il n'y ait pas de gaspillage d'argent public à la clé. Bonjour, 3C8. Je suis infirmière de coordination, donc merci pour tout ce que vous dites sur la valeur de ce que nous faisons. J'ai quand même une question sur les IPA dont on va parler bientôt, et je sais qu'à Gustave Roussy, il y en a. Donc je me demandais ce que vous en pensiez, vous. J'en pense que du bien. Ce que je veux dire par là, c'est que on a la chance, et c'est une chance, d'avoir dans le métier d'infirmière divers moyens de l'exercer. Voilà. Et effectivement, vous avez l'infirmière, pas qu'on peut dire classique, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais de soins, on va dire. Vous avez celle qui va prendre la filière du management et qui va aller donc vers la fonction d'encadrement. Vous avez la fonction de coordination, effectivement, qui peut se faire en ville, mais à l'hôpital, dans diverses structures. Et vous avez une infirmière de pratique avancée qui probablement mais je pense qu'il y a une présentation qui est prévue, je crois, tout à l'heure. Donc voilà, mais effectivement, il y a besoin d'avoir... Mais c'est un peu comme les outils numériques. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au niveau de l'établissement une réflexion sur qui fait quoi. Parce que moi, je vois beaucoup quand même d'infirmières de pratique avancée qui jettent l'éponge aujourd'hui. Et 9 fois sur 10, c'est par défaut, en fait, de projet. Venez notre exemple, y compris à Gustave Roussy d'ailleurs, y compris à Gustave Roussy. Donc là, c'est en train de changer parce que je prends une prise de conscience, une nouvelle directrice des soins, etc. Mais par exemple, moi, je prends l'exemple dans mon département,
on a une infirmière qui débute, deux je crois même, qui débutent leur formation, eh bien on les voit, alors, pas tous les mois, mais au moins tous les 3 mois, parce que le projet qui est mis en place à un moment, 2 ans après quand elle va sortir, ne sera pas le même. Donc il faut vraiment, là aussi on en revient un peu comme les outils numériques, il faut qu'il y ait un projet au niveau de l'établissement, il faut qu'il y ait une réflexion, et c'est avec les directeurs d'établissement que ça doit se faire, sur les besoins, et là ça peut fonctionner. Le pire, c'est de laisser les choses se faire, et là vous avez effectivement des affaires de pratiques avancées qui font un travail de coordination, on a des glissements de tâches, et ça c'est l'ouverture vraiment à la frustration et à la mauvaise médecine en fait, aux mauvais soins, ça c'est certain. Docteur, bonjour. Pierre Portigliatti, directeur de la clinique L'Angélus sur Marseille, établissement de soins médicaux et de réadaptation. Donc j'en profite pour vous remercier pour votre présentation très factuelle et pragmatique, avec des données d'information intéressantes. J'en profite pour remercier le docteur Camerlo et ses équipes pour l'organisation de cette journée. Alors je suis venu aujourd'hui avec une équipe renforcée, médecins co, également psychologues, assistants sociaux, représentants des usagers, cadres de santé et mon adjointe. Et un mot que je voulais évoquer, c'est le rôle important des SMR. Des SMR, des soins médicaux de réadaptation. Notre établissement reçoit à peu près 1000 patients par an. Nous avons à peu près 4000 demandes par an et de nombreux partenaires sont dans la salle. Nous sommes situés dans le centre de Marseille et donc spécialisés exclusivement en oncologie. Et au travers des propos qui ont été évoqués, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué le rôle incontournable des SMR dans le lien hôpital-ville, réseau de ville, dans le sens où nécessairement nous avons un rôle à jouer. Nos patients restent à peu près une trentaine de jours. Je sais que sur Nice aussi, pour avoir des confrères, on est un établissement à but non lucratif pour nous, mais on a un autre établissement que je connais bien, le centre Saint-Dominique, près de Nice. Et le rôle des SMR est important dans ces rouages entre les réseaux. Nous sommes en lien avec les CPTS, en lien avec le DAC, mais ce rouage, il faudrait l'évoquer également, ce rôle SMR, s'il vous plaît. Vous avez parfaitement raison, et c'est un oubli de ma part, puisqu'on a effectivement nos infirmières de coordination jouent aussi un rôle aussi dans l'orientation des patients vers les SMR. Et c'est vrai que la crise Covid, me semble-t-il, a boosté un peu les choses, avec une reconnaissance d'une part de l'implication et du niveau de soins, niveau médical, et je ne dis pas ça pour être gentil avec vous, qui est vraiment de plus en plus élevé dans vos établissements. Et puis une chose aussi qui me semble très intéressante, c'est des spécificités. Et avec 2 éléments. D'abord, beaucoup de vos établissements ont maintenant des prises en charge ambulatoires possibles avec de l'hôpital de jour. Et ça offre effectivement une souplesse supplémentaire, absolument. Et l'autre chose, c'est la spécialité, la spécialisation des SMR. Nous, on a des conventions, et c'est moi qui m'en occupe en plus, on a des conventions avec un SMR, par exemple, spécialisé en neurologie. Donc, l'idée, c'est par exemple pour les patients qui ont une tumeur cérébrale avec un pronostic satisfaisant, eh bien, d'anticiper, c'est-à-dire que les patients voient le médecin de SMR avant de démarrer leur traitement lorsque c'est possible, et on anticipe les prises en charge. On a SMR spécialisé en gériatrie. Enfin voilà, c'est vraiment un rôle de plus en plus important, et vous avez raison, et c'est un oubli de ma part, mais bien involontaire, sur le rôle effectivement de vos établissements dans les parcours de soins, absolument. J'ajouterai juste 2 points, docteur. C'est en effet, et surtout les SMR, je voulais l'évoquer, j'en profite qu'il y a l'ARS ici présente. On est maintenant de la médecine aiguë. Absolument. Le SMR n'est plus du soin polypathologique de convalescence comme on a pu le connaître il y a 20-25 ans, mais c'est de la médecine aiguë. J'en profite également à l'évoquer, puisque je sais qu'il y a le docteur Liotto ici présent. On reçoit également par les réseaux des établissements hospitaliers marseillais, près de 8% de patients corses. Et donc notre service social organise avec le corps médical le retour sur l'île de Beauté de cette patientèle que nous recevons. Donc ce rôle incontournable de réseau des SMR. Et puis avec une évolution aussi des modalités de financement de vos établissements, qui est, je suis moins spécialiste de ça, mais qui me semble tout à fait intéressant, avec employé de médicaments coûteux qui, jusqu'à un passé récent, empêchaient les prises en charge de vos établissements, et c'est quelque chose qui est en train d'être levé. Et ça, pour nous, c'est un élément essentiel de progrès, certainement.
Oui, bonjour, Anne Cresson, je suis oncologue médicale au Centre Antoine Lacassagne. Je profitais juste de cette réunion, d'abord pour vous remercier de l'organisation, pour remercier aussi Mario. C'est vrai que ça nous fait du bien d'entendre tout ça, parce que moi je suis responsable d'un département tout jeune, qui est un département de coordination des parcours ambulatoires au Centre Antoine Lacassagne. Donc on a une volonté de notre direction de mettre en place cette coordination, mais après, à longueur de journée, j'entends que ça coûte cher, qu'on rapporte rien. On nous enlève les locaux parce qu'on les met à des endroits qui rapportent plus. On me prend les ressources humaines. Donc là, je suis avec mon cadre. Et c'est vrai qu'on en souffre énormément. Hier soir, j'étais complètement en face down. Donc je pense que ce soir, je vais être mieux après vous avoir entendu. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour nous aider ? Alors l'article 51, on a été dans les premiers à le faire pour avoir, on trouve que c'est très bien, puis une certaine rentabilité. On fait des parcours complexes, on essaye de rentabiliser au maximum, mais on n'est toujours pas rentable. En plus, j'ai pris l'oncogénétique dans le département, dans les soins de support. Alors là, ça coûte une fortune. Et j'entends en permanence, tu coûtes cher, mais tu rapportes rien. Alors, trois éléments rapides de réponse. Le premier, je rappelle que Oncoling, article 51 en général, ont vocation à ensuite passer dans le droit commun. Donc, on peut vraiment espérer la pérennité de ces modalités de financement. Le deuxième, ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est qu'on a maintenant un financement assurance maladie qui arrive effectivement pour l'infirmière de coordination dans le cadre du suivi connecté. Et ça va nous aider évidemment. Et puis le troisième, je ne sais pas si tu vas au Congrès européen de cancérologie à l'ESMO en fin de semaine, mais pour ceux qui y vont, on présente l'évaluation médico-économique de l'étude Capri dont je vous ai montré tout à l'heure et qui montre que nous sommes rentables. C'est-à-dire que l'économie qui est réalisée en fait par moins de toxicité des traitements, des durées d'hospitalisation plus courtes, etc., rentabilise largement à la fois l'infirmière de coordination et les outils numériques. Et donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Nous avons besoin de faire des évaluations d'efficience. C'est absolument indispensable. C'est vrai pour les soins de support, c'est vrai pour la coordination. Le fait de vouloir bien faire ne suffit pas. Nous devons démontrer. Alors après, si effectivement il y a des coûts, eh bien, son oncogénétique, par exemple, je pense que personne ne comprendrait qu'on ne mette pas à disposition, évidemment, ce service-là à nos patients. Bien entendu. Mais ça, il faut que ce soit admis comme ça. Et ce n'est pas grossier que de parler d'argent lorsqu'on parle de qualité des soins et d'humanité dans la prise en charge des patients. Merci beaucoup, Dr Di Palma. C'est toujours un grand plaisir de vous entendre.